Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est le quatrième atelier de la démarche Energy Strong en Bretagne. Je vous invite à conserver chacun vos micros bien coupés pendant toutes les séquences de présentation pour un bon confort et à utiliser le chat pour poser vos questions. Alors, au programme de la matinée, aujourd'hui, la thématique de l'atelier, c'est le modèle d'affaires. Ça va être le cœur de la présentation. Avant cela, un tout petit mot d'introduction pour vous rappeler où est-ce qu'on en est dans l'accompagnement des structures qui souhaitent se positionner sur les marchés Energy Strong au sein du club entreprise. Je passerai ensuite la parole à Frédéric Tachen qui, au nom de la maîtrise d'ouvrage et représentant Néotois, vous dira où en sont les bailleurs sociaux. Et puis le cœur du sujet, c'est, comme je le disais tout à l'heure, comment construire son modèle d'affaires. Et donc, ce sont les équipes de Greenflex qui interviendront et qui seront suivies par un témoignage de l'entreprise Green Yellow par Michael Suchanek, qui nous fera un retour d'expérience de ce qui s'est passé au sein du groupement MASH dans la région Pays de la Loire. Nous aurons un temps d'échange qu'on va concentrer sur la fin du webinaire, donc gardez bien vos questions auprès de vous et posez-les au fil de l'eau par l'intermédiaire du chat et nous en ferons l'écho auprès des intervenants pendant cette phase d'échange à la fin du webinaire. Et pour conclure, Elie Ballester d'Atlanson nous dira un petit mot de conclusion et nous parlera des perspectives de la démarche. Pour vous rappeler un tout petit peu le contexte, donc, nous sommes en Bretagne 5 structures porteuses, Batilab, Bretagne Éco-entreprise, la Fédération bretonne des filières biosourcées et Atlanson a accompagné donc, la structuration du club entreprise. On travaille évidemment en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux et la roue HLM Bretagne. Et on s'appuie pour un relais de l'information et de la communication sur ce qu'on appelle les structures associées, qui représentent les professionnels de la filière, la FFB Bretagne, la CAPEB Bretagne, la SINOF pour les professions intellectuelles bureaux d'études et l'Ordre des architectes. Aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, nous en sommes au quatrième atelier. Pour ceux qui découvriraient la démarche Energy Strong aujourd'hui ou qui n'auraient pas pu assister à toutes les séquences précédentes, tout est disponible en ligne sur le site de Batilab, www.batilab.bzh. Vous aurez donc à disposition le replay des 3 premiers ateliers en vidéo, ainsi que tous les supports de présentation qui ont été partagés à cette occasion-là. Et puis, dernier point, on a mis à disposition un annuaire en ligne sur la même page, même site web, qui référence toutes les structures, toutes les entreprises qui, à un moment donné, se sont dites intéressées pour éventuellement se positionner sur ces futurs marchés Energy Strong en Bretagne et pour leur permettre d'être visibles, de préciser quelles sont leurs compétences dans une optique de former éventuellement des groupements avec d'autres acteurs bretons ou extra-bretons d'ailleurs, puisque on voit que sur cette carte, on a pas mal d'acteurs également du Pays de la Loire. Donc, vous avez sur cette carte la possibilité de vous ajouter, si vous le souhaitez, grâce au petit bouton qui est ici, ou en utilisant le QR code qui s'affiche sur la droite de l'écran et qui vous renvoie directement vers un petit questionnaire qui vous permet de vous inscrire et d'être visible sur cet annuaire en ligne en tant qu'entreprise potentiellement intéressée pour former des groupements et se positionner sur ces futurs marchés énergétiques. Voilà, tous ces petits rappels étant faits, je passe la parole à Frédéric Tachen de Néotois qui va nous dire un petit mot, un petit point d'avancement d'où en est la maîtrise d'ouvrage. Bonjour, donc Frédéric Tachen, directeur de la construction et du patrimoine chez Néotois, organisme qui a déjà eu la chance d'avoir un pilote sur la démarche Energy Strong sur le territoire de Rennes, de 4 logements, et on a également participé à l'appel d'offres sur les Pays de Loire. Je souhaitais là faire un petit état des lieux de la démarche bretonne pour laquelle on est en train de discuter avec l'ensemble des bailleurs bretons. On devrait pouvoir lancer un appel d'offres sur 2023 d'environ 2000 logements. Avant ça, on va s'inscrire dans une démarche un petit peu particulière. On a prévu à la fin de l'année 2022 d'organiser un sourcing auprès de groupements. Alors, je précise que ce sourcing s'adressera effectivement à des groupements constitués d'un triptyque
permettant d'avoir de la conception, de l'exécution et de la maintenance exploitation. C'est important d'avoir ces 3 dimensions au sein des groupements qui souhaiteraient en tout cas participer à ce sourcing. Tout ça pour aussi ne pas être qu'à la commande d'un marché de travaux, mais aussi d'être à l'écoute des entreprises qui ont déjà pu travailler sur la démarche Énergie-Sprong et qui ont peut-être déjà des retours à nous faire sur les difficultés à répondre sur ce type d'appel d'offres. Donc, qu'on puisse les prendre en compte et construire ensemble un cahier des charges permettant d'aboutir à des marchés de travaux efficaces en 2023. Dans ce cahier des charges, il y aura quand même des passages obligés, des piliers importants de la démarche Énergie-Sprong. Notamment, on souhaite s'inscrire durablement dans la construction d'une filière de préfabrication hors site. Et ça restera un principe majeur. C'est important qu'on développe aussi collectivement ce type de préfabrication hors site, à la fois pour répondre au niveau d'exigence et de qualité des solutions proposées, mais également de pouvoir aussi s'inscrire dans la durée. Un premier appel d'offres en 2023 qui pourrait appeler d'autres appels d'offres dans les années à venir, et il faut qu'on puisse avoir une filière organisée et structurée. Identifier ensemble des solutions pérennes, également, qu'elles soient sur les modes constructifs, mais également sur les équipements à proposer, pour pouvoir justement alléger peut-être un des points qui paraît aujourd'hui être une difficulté pour les entreprises à répondre, c'est notamment la durée de garantie. Mettre le curseur au bon endroit, de manière à ce qu'ensemble, on puisse proposer des durées de garantie qui rassurent à la fois le maître d'ouvrage, mais qui puissent également être embarqués par les groupements. Et enfin, le 3e pilier, qui est également un principe fondamental d'Énergie-Sprong, qui est l'équation E égale 0. C'est-à-dire qu'on souhaite effectivement produire sur place, sur site, autant d'énergie que les logements en ont besoin pour fonctionner sur le chauffage, la production d'eau chaude, la ventilation et toutes les consommations électriques nécessaires au logement. Alors tout ça va se traduire par un appel aux candidats sur ce sourcing en fin d'année. On aura également besoin, nous, de réfléchir sur le patrimoine, clairement, à identifier. C'est déjà des réflexions qui sont en cours chez les bailleurs, c'est-à-dire d'avoir des patrimoines compatibles Énergie-Sprong. Et c'est au regard de ce sourcing qu'on arrivera à justement identifier le patrimoine vraiment compatible avec la démarche. Voilà ce que je pouvais en dire sur l'état d'avancement. Donc, la prochaine étape significative aura lieu fin 2022. Merci beaucoup. Est-ce que je passe la parole à Anne-Laure, peut-être? Je ne sais pas qui de Greenflex va démarrer. Ce sera moi. Merci, voilà. Rémi. Bonjour à tous. On va vous présenter l'équipe Greenflex, donc avec Anne-Laure et Mathilde, des éléments sur le modèle économique qu'on a découpé en 3 étapes pour vous présenter aujourd'hui. Donc des éléments sur le modèle économique en lui-même et la réplicabilité, faire une rapide introduction de la méthode que l'on a utilisée pour construire un observatoire qu'on appelle Observatoire Coût-Qualité-Impact, qui justement cherche à adresser les sujets de prix de marché, des solutions, de définition des impacts qu'ont des différentes solutions possibles sur les différents types de logements et d'architecture. Et puis enfin, une rapide présentation également de la trame des PGF et de ses bonnes pratiques pour le découpage des offres. Peut-être rapidement, voilà, en intro du modèle économique, un léger rappel donc, sur la démarche Énergie-Sprong. Pourquoi Greenflex aujourd'hui? C'est parce qu'on est l'entreprise responsable de son déploiement au niveau national, donc, qui est un programme européen qui vise, avec tous les éléments du cahier des charges qu'a déjà présenté Frédéric, je ne vais pas les rappeler, mais qui vise avant tout une massification de la rénovation énergétique et une inscription de sa performance, donc ce fameux niveau E égale 0, mais sa performance aussi sur la partie, bien sûr, isolation et gain en consommation d'énergie, dans le temps. Et donc d'ajouter une dimension de pérennité de cette performance et de pérennité aussi de capacité du marché à traiter dans la masse des opérations de rénovation
sur différentes typologies de logements. D'où les enjeux d'industrialisation, mais également des enjeux de façon différente de fonctionner sur les relations de marché. Et un des axes principaux que vise la démarche Energy Sprong, c'est de développer cette relation davantage de partenariat entre l'offre et la demande, en identifiant et je dirais, en tunant les solutions et les marchés et les découpages de l'eau de façon à ce que ça soit le plus simple possible pour répondre d'un point de vue de technique et d'un point de vue de performance, pour que les solutions qui soient développées aussi par rapport aux mises sur le marché répondent non seulement aux enjeux de performance, mais puissent être répliquées de marché en marché et d'opération en opération. Donc cette conciliation en fait des enjeux, elle va aussi passer principalement passer par un enjeu de prix et de définition de coût. Donc, si tu passes à la slide d'après, Anne-Laure, un des principaux enjeux pour cet objectif de marché et de relation de partenariat, c'est d'anticiper l'acceptabilité du prix. Et donc, dans cette vision d'intégrer la notion industrielle de coût objectif ou design to cost, qui est de dire que plutôt que de définir un prix de vente en fonction des coûts de la solution à laquelle on réfléchit et de la marge pour la bonne vie de l'entreprise, c'est je dirais, d'inverser la logique en considérant le prix de vente comme une variable à considérer, donc le prix acceptable, et de travailler davantage à comment définir un coût cible qui soit donc la réflexion de ce prix de vente acceptable par le marché. Évidemment, moins la marge, donc le même bon fonctionnement de l'entreprise, le même niveau intégré dès le départ. L'objectif pour ça, c'est justement de se dire qu'on va intégrer différents métiers et différents postes de ça. différents postes de coût pour justement faire en sorte qu'on ait une meilleure acceptabilité et peut-être une procédure marché simplifiée aussi dans les échanges avec la maîtrise d'ouvrage pour les entreprises. Donc, que nous, on a modélisé sur 5 macro-éléments et qu'on a essayé de décliner dans un exemple. Donc, notamment, sur une pose de façade bois, donc avec différents éléments, matières premières, immobilisation et frais de personnel, où l'objectif est vraiment de se faire l'exercice, de se dire, OK, quand on découpe mon modèle économique, je vais avoir des postes de coûts différents, que ce soit au niveau de mon intervention en tant que acteur individuel, que je sois bureau d'études, fabricant de façades, peut-être même fabricant d'isolants et de rendeux, etc., sur des produits connexes qui vont être assemblés, intégrés dans la solution finale, et de bien anticiper tous ces postes, seuls ou en groupement. C'est tout l'enjeu de construire de la construction de l'offre, et de dire, voilà, quelle est la valeur ajoutée de mon produit, quels sont les éléments dans le passage à l'industrialisation que je dois prendre en compte, peut-être davantage ou que je laissais davantage de côté dans mon fonctionnement antérieur, et notamment tous des enjeux de logistique, puisqu'on va être sur des éléments assemblés hors site. Donc voilà, de bien prendre en compte tous ces postes de coûts, également les fonctions support, bien sûr, et de dire comment est-ce que je construis mon modèle sur cette base. Et notamment, comment je vais découper donc, sur ces 3 postes de coûts que l'on a définis, donc matières premières, immobilisation et frais de personnel, pour se dire non seulement quelle lisibilité et visibilité par rapport à ma solution je donne à la maîtrise d'ouvrage, et également quelle marge de manœuvre j'observe moi sur des potentiels de réduction de coûts. Et que ce soit à l'instant T sur mes premières offres, mes premiers rendus sur ce mode de fonctionnement-là, ou les 10, 15 ou 20 prochains marchés auxquels je vais candidater avec cette solution, comment faire pour que d'opération en opération, j'opère progressivement une baisse des coûts ou que j'identifie les leviers sur lesquels je peux jouer en fonction dans la manière dont j'ai construit mon offre, ces différents postes de coûts peuvent varier. Et principalement, là, ce sont des exemples, bien sûr, hein, sur les coûts. Alors, vous verrez qu'on est peut-être encore pessimiste sur les matières premières, même si on avait bien identifié l'importance du coût, mais conjoncturellement, on est bien conscient que c'est de plus en plus un enjeu. De se dire, dans la logique de ce découpage, qu'est-ce qui va être incompressible, de qu'est-ce que l'on va pouvoir travailler à réduire. Et donc, dans cet équilibre,
si tu passes la diapo, Anne-Laure, de répartition, encore une fois, avec le même objectif de design to cost et de dire comment faire pour atteindre ce prix de marché acceptable, comment je vais pouvoir jouer sur ma logique de coût et de marge pour dire, voilà, moi, de quoi j'ai besoin pour que mon offre reste pertinente et que la valeur ajoutée que je souhaite y apporter, encore une fois, seule ou au travers du groupement où on va associer différentes compétences qui vont vouloir mettre différents éléments en avant dans leur façon de faire, dans leur savoir-faire et dans leur expertise, et donc vont nécessiter des coûts incompressibles pour atteindre ce bon niveau de qualité. Et de l'autre côté, quelles sont les autres variables sur lesquelles il est peut-être moins important de se focaliser, et donc avec des potentiels de réduction sur des fonctionnements différents ou des ajustements que l'on va pouvoir faire dans la construction de l'offre pour faire en sorte que justement on puisse atteindre ce prix cible de marché acceptable par les maîtrises d'ouvrage. Alors évidemment, cette liste-là est un exemple, mais dans la logique, c'était de se dire, par rapport à tous les postes qu'on a identifiés, en repartant de notre exemple de la façade bois, il y a des éléments qu'on va vouloir maintenir à tout prix, ou plutôt à tout coût, justement, en maîtrise interne, que ça soit voilà, sur le savoir-faire, sur la méthode, sur par exemple les types de matériaux qu'on va utiliser, le sourcing, etc. Et puis des étapes de construction que l'on va pouvoir externaliser, et certaines que l'on va pouvoir aussi, et c'est bien sûr un des principaux objectifs, automatiser ou en tout cas systématiser pour faire en sorte qu'on ne se repose pas des questions de conception ou des questions sur l'établissement, la construction de la solution ou de l'offre de manière générale à chaque marché. Et donc, on arrive finalement assez rapidement à faire en sorte que peu importe la méthode que l'on choisisse, qui peut être, voilà, là, on en a présenté une parce qu'il fallait qu'on prenne l'exemple, mais évidemment, ce sera à chaque groupement de trouver sa façon de faire, qu'elle soit complètement intégrée et linéaire depuis la matière première ou avec une usine de préfabrication, on va assembler tous les composants de notre solution préfabriquée avant de la livrer sur chantier pour la pose, ou bien différents préassemblages d'éléments sous-jacents à la solution, puis un assemblage qui peut être fixe ou mobile pour ensuite être posé sur chantier. Il y a encore évidemment bien d'autres façons de faire. L'enjeu est d'y retrouver le bon équilibre pour que, entre le niveau de performance, la valeur ajoutée de la solution par rapport à des concurrents ou par rapport aussi aux valeurs intrinsèques des membres du groupement, on arrive à atteindre ce prix de marché qui fasse en sorte que dans les échanges qu'on aura avec la maîtrise d'ouvrage, non seulement il y a une lisibilité, une comparaison facilitée aussi, et j'anticipe un peu sur la trame des PGF, mais que l'on puisse aussi davantage échanger sur le mode de fonctionnement avec les maîtrises d'ouvrage. Et tout ça, pour conclure sur ce point, dans un objectif, comme je l'ai déjà dit, d'avoir une base d'offres qui soit réplicable d'opération en opération sans réenclencher des coûts de conception ou même d'études amont sur ce produit ou sur cette offre, en sachant qu'il y aura systématiquement toujours une adaptation à l'existant à réaliser, qui pourra varier plus ou moins fortement selon les typologies. Et voilà, comme le disait Frédéric en introduction, il sera important aussi de réfléchir à quelle typologie on s'adresse quand on construit, quand on conçoit cette offre, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas systématiquement de larges coûts à engendrer par le simple besoin de s'adapter à des typologies différentes ou à une situation initiale spécifique. Voilà, c'est les quelques mots sur la notion de design to cost et de définition de prix dans la logique d'une préfabrication et d'éléments hors site. Et pour justement atteindre ce prix de marché, on a côté Greenflex et avec le concours de différents partenaires constitué un observatoire pour donner des pistes sur justement les différents prix à atteindre ou à viser sur les catégories de logement et de marché. Et je passe la parole à Anne-Laure pour vous le présenter rapidement. Merci Nicolas, je suis Anne-Laure Gillois et moi je suis référente sur la partie Bretagne pour faire émerger une démarche Energisprong. Et je vous propose de continuer sur la méthode d'établissement des prix des solutions et des offres qui sont les résultats de l'OCQI,
l'OCQI, qui est l'abréviation de l'Observatoire des coûts, qualité, impact, puisque l'objectif de l'équipe Énergie-Sprong a été à un moment de suivre et d'analyser, et de continuer de suivre et analyser l'ensemble des postes importants pour évaluer une rénovation Énergie-Sprong, que sont les coûts, la qualité et les impacts, puisque on est convaincu qu'une rénovation Énergie-Sprong ne peut pas juste s'analyser à la seule lumière des euros par du mégawattheure. Ces 3 dimensions, pour nous, elles sont indissociables et elles permettent, d'une part, d'éclairer les arbitrages des projets, pour que ce soit pour, la maîtrise d'ouvrage ou pour les entreprises, et surtout pour les entreprises, de flécher les futurs investissements au vu de ces différents postes, d'observation, et de se positionner sur un marché et de construire le coût, la qualité et l'impact pour arriver à un positionnement qui soit, impactant pour l'entreprise. Cette mission aujourd'hui d'Energy-Sprong sur l'observatoire coût, qualité, impact, elle s'appuie sur le projet Énergie-Sprong, un projet de rénovation qui est cyclique et systémique avec, sur la partie de droite, vous allez retrouver des éléments plus classiques que l'on retrouve sur une rénovation qui va jusqu'à le suivi dans le temps, qui prend une forme particulière que Frédéric Tachen a évoquée dans la garantie de performance dans le temps long. Et puis sur le développement de produits, le développement hors opération, donc là, c'est toute la partie de gauche, qui est finalement, pas forcément reliée à une étape de projet ou de chantier, qui sont la conception des produits, le développement d'une offre globale, et puis comment est-ce que cette offre, cette solution, je continue de l'améliorer, et j'identifie de nouveaux besoins. Sur ces grandes étapes cycliques, d'un déroulé d'une rénovation Énergie-Sprong, heu, on arrive à décomposer, à sortir des grands coûts, associés poste par poste, qui vont de la conception jusqu'à la garantie de performance, en passant par les travaux d'attractivité, puisque c'est l'un des piliers d'Énergie-Sprong, d'avoir des rénovations attractives et confortables, et pas seulement sur le coût d'un produit et le coût de sa mise en œuvre. Donc il y a aujourd'hui, plusieurs postes, 5 postes exactement, qui sont, définis pour phaser l'ensemble, de la grille des coûts et qui permettent de guider la maîtrise d'ouvrage dans l'analyse et les entreprises dans la réalisation, des postes de coûts. L'un des rôles de l'observatoire coût, qualité, impact, ça a été aussi de suivre, l'acceptabilité d'un prix par le marché d'une rénovation énergétique. Énergie-Sprong parce qu'aujourd'hui, il est important, dans le cadre d'Énergie-Sprong, de massifier les rénovations énergétiques et donc de réfléchir en termes de volume. Et lorsqu'on réfléchit en termes de volume, il y a un enjeu qui est assez important, c'est que la maîtrise d'ouvrage ne peut pas aujourd'hui continuer à payer, le prix fort d'une seule rénovation quand ils ont des enjeux de rénovation massifs, sur le territoire. Le deuxième point, c'est que, dans ce prix acceptable, finalement, il y a l'ensemble des postes de coûts que l'on a vus précédemment pour la standardisation, pour la simplification et la prise de décision, mais aussi l'ensemble des économies et des revenus générés par les rénovations Énergie-Sprong qui sont suivis et qui sont intégrés dans ce prix acceptable par le marché. Ces données, aujourd'hui, elles ont été construites à partir d'un échantillonnage du parc et d'un regroupement aujourd'hui des différentes typologies. 6 typologies qui peuvent aujourd'hui se diviser en 2 grandes catégories, individuelles et collectives. Et donc ces 6 grandes familles, elles trouvent aussi des sous-catégories. Ce qu'il est important de regarder aujourd'hui dans ces catégories et dans les analyses que l'on a faites à l'Observatoire coût, qualité, impact, à partir de ces catégories, c'est qu'elles représentent en fait 80% du parc français. Et donc c'est un exercice très, très perspicace sur l'ensemble du parc français, sur les différentes catégories, quand bien même aujourd'hui on va le voir, mais ce sera important de le faire aussi sur le territoire breton. Et c'est le message qu'a porté aussi Frédéric Tachen, de construire ensemble l'ensemble des rénovations et du futur marché à sortir. Alors, pour arriver à définir les familles, les grandes familles, les grandes typologies de logements aujourd'hui sur le territoire breton, il y a 2 axes qu'il faudra regarder. Un, les typologies de logements qui seront simples et réplicables.
celles qui pourront bien s'adapter aux rénovations Énergie-Spong, puisque Énergie-Spong est l'une des solutions de rénovation énergétique, mais pas l'unique. Et puis de trouver les volumes nécessaires au passage à l'échelle pour arriver à massifier les logements et faire en sorte que les entreprises puissent se projeter dans le temps long afin de mettre en œuvre l'ensemble de ce positionnement de marché et de ce modèle d'affaires que l'on est en train de voir. Tous ces éléments aujourd'hui ils permettent de dimensionner l'offre de rénovation que peut adresser une entreprise, mais il y aura besoin sur ces différents postes de coûts d'aller un cran encore dans l'analyse, typiquement sur les macro-lots pour analyser les coûts des matières premières, la main-d'œuvre, l'exploitation ou même les transports, définir ces coûts afin d'essayer d'obtenir les coûts cibles que présentait avec Nicolas tout à l'heure sur un cas concret. Et l'exercice, il est à faire sur chaque macro-lot qui sont par exemple les façades préfabriquées, la toiture intégrée ou le module énergie. Une fois que l'exercice est mené pour chacun des macro-lots, il sera intéressant de définir le modèle économique global avec la garantie de performance pour avoir la vision systémique d'une rénovation Énergie-Spong. Et donc, pour pouvoir décrypter, analyser l'ensemble de ces coûts, il y a une grille de DPGF qui est proposée par l'équipe Énergie-Spong et que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'équipe Énergie-Spong, qui vous permet pour chaque macro-lot, pour chaque poste de travaux, de détailler les coûts associés et puis d'avoir une vision, encore une fois, d'un prix et d'un coût par opération. Et puis, plus généralement, pour un volume d'opérations, pour reprendre en compte l'ensemble des éléments de massification, de rénovation énergétique. Pour conclure, vous trouverez pour la première partie les résultats de l'observatoire coût-qualité-impact publié sur le site Énergie-Spong et aussi la grille de DPGF qui est publiée sur le site également. Et je vous propose de passer au témoignage de Green Yellow qui permet de mettre en lumière de manière très concrète comment est-ce qu'ils ont construit leur modèle d'affaires, par exemple sur l'appel à projet de MASH. Et je vous passe la parole, Michael. Bonjour à tous, Michael Suchanek, Green Yellow, ravi d'être parmi vous ce matin. Je vais partager mon écran, vous devriez voir arriver les slides dans un instant. Faites-moi signe si c'est bon chez vous. Dites-moi si c'est bon chez vous. Ça s'affiche bien, merci. Parfait, génial. Eh bien, écoutez, merci pour cet échange et ce retour d'expérience effectivement sur le dossier de MASH, donc MASH, mutualisation d'achat au service de l'habitat, un joli dossier sur lequel eh bien, nous planchons depuis 18 mois maintenant. Je regardais encore hier les premiers échanges en interne, les premières sollicitations, c'était en décembre 2020. Donc, il faut partir de loin, il faut partir lancer et être résilient pour aller au bout de ce type de démarche et de ce type de dossiers qui sont passionnants, mais qui sont très énergivores, si je veux faire un jeu de mots. Donc, qui sont les maîtres d'ouvrage dans ce dossier? Vous les avez sous les yeux, c'est l'USH des Pays de la Loire qui a créé ce groupement de commandes qui rassemble 14 bailleurs sociaux des Pays de la Loire et de la Bretagne qui se sont rassemblés pour lancer ce grand dossier de rénovation énergétique massifié sur leur territoire. C'était 4 lots et plus de 2000 logements qu'il convenait de rénover via la démarche Énergie-Spong. La forme du marché, je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ce type de démarche, mais ce sont des marchés globaux de performance. Donc, ce sont des marchés qui sont longs, assez complexes dans leur constitution et qui font l'objet d'un dialogue compétitif, c'est-à-dire une procédure qui consiste pour les entreprises à comprendre déjà l'expression du besoin, à envoyer leur offre, des phases de dialogue où on présente, on aligne l'expression du besoin à la réponse et comme ça, on itère sur un certain nombre d'offres, offre initiale, offre finale, phase de dialogue pour être sûr que la demande a bien été comprise par les entreprises et la réponse et les offres, les solutions techniques ont bien été comprises également du côté des clients. Donc, c'est des démarches qui sont structurées, structurantes, qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie et il faut l'avoir en tête
quand on se lance dans ce type de démarche. Rapidement, un petit schéma pour dire en quoi ça consistait, mais bon, là, je vais passer vite puisque vous savez, j'imagine, ce qu'est EnergySprong. Le schéma consiste à dire que la prestation, c'était évidemment isoler massivement via de la préfabrication le bâti. Ici, c'est des logements individuels avec de la façade préfa et également des éléments en toiture, lesquels éléments de toiture étaient couverts ou seront couverts par des panneaux solaires individuels sur chacun de ces logements. Et puis l'ajout, l'addition d'un module énergie, d'un pod énergie qui va venir traiter tout ce qui est CVC, eau chaude sanitaire, et lequel pod est connecté, permettant le monitoring des installations et le suivi de la performance dans la durée. Quelques éléments visibles dans le cadre du dialogue. On a eu un certain nombre de lieux où on a pu faire valoir les innovations, les solutions, montrer les croquis, montrer les perspectives que notre architecte avait pu établir, parler du pod, parler d'innovations qui étaient associées à ça, et peut-être nos solutions, la démarche EnergySprong vue par notre groupement Agir, avec les objectifs qu'on rassemblait ici, mais que Greenflex a redit, simplifier au maximum, massifier et standardiser pour rentrer dans les objectifs de coût et rentrer dans les objectifs de délai. Et alors nous, face à ça, comment on s'est constitué? Eh bien, on s'est constitué selon le schéma que vous avez sous les yeux. Déjà de vous dire que c'est un dossier qu'on n'avait pas forcément vu venir de notre côté, la fenêtre de GreenYellow. On a plutôt été sollicité par des entreprises locales, par des PME ou des ETI, vous les voyez ici sous les yeux et je vais dire qui fait quoi, qui cherchaient un partenaire pour compléter leur groupement. Et c'est là justement l'objet de mon intervention, c'est quel groupement, pourquoi, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce qui a fonctionné ou moins. Globalement, on s'est constitué de la manière suivante. Donc, eLoft, chapeauté par le groupe eText, est en charge de la partie solutions techniques sur l'isolation du bâti, les façades, les toitures, donc, et la partie, on va dire, conception-construction au plan bâti de notre solution. Et il est le mandataire du groupement pendant la phase construction et jusqu'à, je dirais, la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement des ouvrages. Il est associé à Amzer qui fournit les solutions techniques en CVC typiquement sur la partie construction. Et on a deux co-traitants qui nous accompagnent sur la partie études et architecture, que sont Energys et Triade Architecture. Et nous, GreenYellow, on va apporter deux éléments dans l'équation. Au plan technique, déjà, on s'assure de réaliser la partie solaire photovoltaïque puisque ça fait partie de notre métier. Et aussi et surtout, on assure le suivi, le monitoring et la garantie de performance pour le E égale 0 sur 30 ans. Ce que nos partenaires dans cette opération n'étaient pas en capacité de faire parce que ce n'était pas leur modèle d'affaires, ce n'était pas leur modèle d'entreprise. Donc c'est là où justement l'association de petites entreprises locales avec des savoir-faire et des technologies maîtrisées et le footprint d'un GreenYellow qui a la capacité d'accompagner dans la durée sur l'ensemble du territoire français et à plus forte raison sur cette région-là, eh bien, a été l'équation qui a séduit et qui nous a permis d'aller au bout de cette opération-là. Ce qui était intéressant aussi, c'était, vu des bailleurs, d'avoir des équipes sérieuses, certes à taille humaine, mais en capacité de challenger les grands. Il était aussi là l'enjeu pour nous. On avait face à nous tous les grands noms de la construction ou de l'énergie. Pas besoin de les citer, vous les connaissez. Donc, il fallait qu'on se constitue avec les bonnes compétences, les bons savoir-faire et être rassurant vis-à-vis des maîtres d'ouvrage sur cette opération. Alors, un groupement, des hommes et des femmes, c'est encore mieux. L'idée ici, c'était de vous dire que c'est aussi une équipe qui se constitue, qui apprend à travailler ensemble, qui se fait confiance et qui fait confiance au client et avec qui le client a envie de travailler. Ce sont des opérations qui sont longues, qui sont complexes, tout n'est pas écrit dans les marchés, tout n'est pas écrit dans les offres. Il y a besoin de cheminer ensemble pendant cette phase de dialogue et il y aura besoin encore de cheminer ensemble après et pendant les travaux et l'exploitation maintenance dans la durée. Donc, il est important, ici le message, c'est de dire qu'il faut se sentir, il faut être en capacité vraiment de travailler ensemble coude à coude
en se serrant les coudes et inspirer confiance aux clients qui, passez-moi l'expression, achètent tout autant une équipe que ses solutions et ses savoir-faire techniques. Ça passe aussi par une analyse assez fine du qui fait quoi. On ne va pas rentrer dans le RACI ici, mais l'idée, c'était d'illustrer que pour que ça fonctionne, il faut passer au peigne fin toutes les prestations qu'il y a à réaliser dans le cadre de cette opération en se disant qui fait quoi, qui est en charge, qui supervise, qui contribue, qui est juste à visualiser. Bref, passer en revue toutes les missions, toutes les prestations à chaque étape et dire qui est responsable. C'est rassurant pour le groupement, puisqu'on sait qui fait quoi, c'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est rassurant pour le client, quand on est sur une offre comme ça ou un groupement avec plusieurs entreprises, d'avoir une vue claire sur, OK, lui il va être en charge de ça et tel autre va être en charge d'autre chose. Ce qui n'est pas le cas, ou c'est moins, je dirais, sensible lorsque le répondant, l'entreprise qui répond est une entreprise intégrée qui est en capacité de tout faire. Bon, là, vous imaginez bien que la matrice est plus simple. Mais si vous envisagez de partir à plusieurs… Je ne suis pas venu au bureau depuis lundi de la semaine dernière. Ah, bah moi, j'étais au bureau toute la semaine. Non, même pas. J'ai juste pris le jeudi après, mais le vendredi de la semaine dernière. Je crois qu'on a un participant qui n'a pas coupé son micro. Je vais essayer de continuer quand même. Donc, je disais que la matrice, elle est à verser au dossier, donc ayez ça bien en tête. Pour conclure, et vous partager mon sentiment, ce qui a plutôt bien fonctionné, c'est déjà l'équipe qu'on a constituée, la complémentarité humaine qu'on a pu mettre en œuvre, la vision commune de ce qu'on voulait écrire comme histoire dans cette affaire-là. C'est très immatériel ce que je vous dis là, mais c'est extrêmement important. On avait la même vision de ce qu'on pouvait monter, on avait l'envie très forte d'aller au bout, et on y croyait, et c'est chose faite. L'association d'entreprises régionales, de PME, avec une ETI nationale comme nous, a été une équation intéressante. Voilà, on avait le local et le côté rassurant que Greniello pouvait apporter en plus. Les petites entreprises, et ce n'est pas un vain mot, ont de la réactivité, ont une capacité de se reconfigurer, de se creuser la tête, de proposer des solutions alternatives, peut-être moins dans un carcan que certains de nos compétiteurs. Et ça, on a pu le démontrer, on a pu innover pendant toute cette phase de dialogue. Et ça a été extrêmement important et ça a été extrêmement apprécié. Et ça nous permet d'aller au bout. Ce qui a été moins évident et ce qui a été un challenge, quand on est petit, quand on n'a pas autant de références que les gros, il faut prouver notre capacité à faire, être rassurant, montrer par l'exemple ou par la conviction qu'on saura faire et puis montrer notre unité au sein de l'équipe et gagner la confiance du client, ce qui est extrêmement important, comme je l'ai indiqué tout à l'heure quand je vous montrais la photo des membres du groupement. Ce qui a été un challenge aussi, c'était ce fameux RACI, cette fameuse matrice de qui fait quoi, parce qu'on n'en a pas toujours l'habitude, parce qu'on se dit que c'est tellement évident. Identifier les complémentarités, c'est clé. Identifier là où on va pouvoir avoir des doublons et les gommer, éviter les trous dans la raquette, parce que ça se voit rapidement et le dialogue va vite, même s'il est long, et si on ne les comble pas, si on ne va pas aller chercher un complément ici, un sous-traitant ou un partenaire là, eh bien, au bout du voyage, ça va être compliqué. Et enfin, et surtout, et je le disais dans mon propos introductif, c'est des grandes opérations, c'est des gros dossiers qui sont chronophages en phase d'offre, qui sont coûteux en phase d'offre, donc il faut l'avoir en tête, et qui doivent se mettre en œuvre en mode projet. On est déjà en mode projet quand on répond, on est cadencé, on est structuré, on doit délivrer des offres de très grande qualité face à des majors de la construction des énergies. Donc il faut l'avoir en tête quand vous constituez votre équipe de réponse. Voilà en quelques mots ce que j'avais envie de vous dire ce matin quant à notre participation et notre REX sur le groupement Agir pour répondre au marché MACH. Merci beaucoup, Mickaël. On est pile poil dans le timing. On a un petit peu de temps pour les questions. Alors, ça ne s'est absolument pas activé sur le fil de discussion. Vous étiez probablement toutes oui et à l'écoute de nos intervenants. On a un petit peu de temps, on a 5-10 minutes pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser par écrit. On s'en fera le relais, que ce soit sur l'intervention de Nicolas Weierboul ou Anne-Laure Gillois, ou alors sur le retour d'expérience que vient de nous partager Mickaël Suchanek. On a un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Si elles ne viennent pas ou en attendant qu'elles arrivent, je ne sais pas si
De votre côté, Nicolas, vous avez peut-être des compléments à apporter. Alors moi, j'ai une question pour Monsieur Stuchanek. Est-ce que vous avez utilisé une convention de groupement pour justement établir cette répartition des rôles entre les différents membres de notre groupement? J'y pense parce que notamment nous, l'équipe Énergie-Sprong, on a développé une convention type que vous pourrez tous retrouver sur notre site internet si jamais ça peut vous inspirer justement pour commencer dès à présent à monter votre équipe avec vos futurs partenaires. Est-ce que du coup, de votre côté, vous l'avez mise en place? Oui, on a utilisé votre trame de convention de groupement, et donc j'en profite pour vous remercier. On est parti du RACI. C'est plus simple de partir sur un tableau Excel finalement et de se dire qui fait quoi. Et après, effectivement, on a formalisé ça et on a annexé le RACI à une convention de groupement qui était la vôtre, qu'on a un peu amendé puisqu'il faut s'adapter. Et on a travaillé avec un confrère juridique, un support juridique pour le faire, mais on est parti de votre trame et elle est tout à fait adaptée à ce type de marché. Entendu, merci. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à commencer dès à présent à monter vos groupements. On en avait déjà bien parlé lors des séances précédentes, lors des ateliers précédents en Bretagne. L'importance de ne pas attendre la sortie des marchés pour monter son groupement. Je ne sais pas comment ça s'est passé de votre côté, Monsieur Suchanek. Alors, vous disiez que vous avez été sollicité justement par des entreprises plus locales qui avaient peut-être anticipé déjà la sortie de ces marchés en Pays de la Loire. Mais voilà, en Bretagne, en tout cas, il ne faut surtout pas attendre cette sortie de marché puisqu'il y a déjà des groupements qui existent, qui se sont formés typiquement en Pays de la Loire. Et donc, vous pouvez dès à présent, notamment avec l'annuaire mis à disposition par Batilab, contacter déjà d'autres personnes qui ont pu participer au Club Énergie-Sprong en Bretagne pour monter vos groupements dès maintenant. Bon, je ne vois pas arriver d'autres questions. Ah, si. Eli, je te propose peut-être d'activer ton micro et puis de poser ta question. Et puis ça te permettra peut-être de conclure après, puisque c'était ce qu'il était prévu. Tout à fait, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Parfait, oui. J'avais une question pour Michael. Effectivement, il a été dit que Green Yellow, donc pour la partie énergie photovoltaïque, a été sollicité déjà par un groupement en cours. À quel moment ça s'est fait exactement? Et un peu comme Mathilde l'a dit, est-ce que c'est arrivé avant que les marchés sortent? Et comment on peut trouver sa place et faire évoluer une réponse quand on est sollicité un petit peu vers la fin par un groupement d'entreprises qui est déjà en cours de constitution ou qui a peut-être déjà une première approche d'Energy Sprong? La Alors, question, c'est quel équilibre à avoir là-dessus? Nous, on a été sollicité suffisamment en amont, je le disais tout à l'heure, en décembre 2020, on était dans la phase de candidature, donc on était dans le bon tempo pour constituer un groupement qui remettait sa candidature. Donc dans ces phases-là, c'est là où c'est pas comme le mercato, mais presque, chacun appelle les uns les autres et se renifle, si vous me passez l'expression, pour entrer dans une équipe laquelle remet sa candidature. Et le groupement, une fois constitué, est intangible et ne sera plus modifié, ne peut pas être modifié. Donc, si vous voulez rejoindre une équipe en cours de dialogue, ça sera sous un autre angle ou sous une autre façon, c'est-à-dire en qualité de sous-traitant de l'un ou l'autre des membres du groupement. Donc, c'était bien le propos préliminaire qui indiquait dépêchez-vous, quelque part, quand il y a des réflexions, faites-le le plus en amont possible, même si ce n'est pas toujours facile, même si on ne détecte pas toujours tout, mais c'est vraiment le moment clé parce qu'une fois que les dés sont jetés et que l'équipe est constituée, on ne peut plus la modifier. Et vous voyez, nous, on est parti avec une équipe assez nombreuse, quelque part, une entreprise de construction, de la CVC, un archi, un bureau d'études, un exploitant, un mainteneur comme nous sur la partie PV. Finalement, on aurait pu aussi factoriser et simplifier en prenant, je dis une bêtise, un pôle construction avec un groupe, une entreprise mandataire ou représentant qui a ses sous-traitants et un pôle exploitation maintenance, même chose. Plus simple, plus lisible peut-être du côté du client, plus simple à gouverner comme groupement. Voilà, il y a des idées qu'on peut encore améliorer, mais le message, c'est faites-le le plus en amont possible parce qu'après, c'est compliqué. Effectivement, je pense que c'est un bon message à faire passer. Je ne sais pas s'il y a des questions, si ça fait réagir.
en tout cas, voilà, comme ça vient d'être dit, il faut entre guillemets, se dépêcher, ne pas hésiter à constituer un groupement. Rémi vous a présenté en introduction aussi le fait que voilà, sur le site de Batilab, on a une plateforme, une carte graphique. Vous pouvez vous inscrire pour pouvoir dialoguer, échanger avec d'autres entreprises. Je suis en train de regarder en même temps, je vois qu'il y a quelques premières inscriptions. On peut en avoir plus. Si vous n'êtes pas dessus, n'hésitez pas à vous y inscrire. D'un point de vue calendrier pour la suite de la démarche, on vous propose d'organiser à la rentrée, donc après la période estivale, en septembre ou octobre, un prochain atelier en présentiel cette fois pour pouvoir échanger. En fonction de ce que vous souhaitez, de ce qui vous manque dans cette démarche. C'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer. Ce n'est pas une approche descendante. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire remonter par mail en échangeant, etc., ce que vous souhaitez voir, quelles interventions vous voulez, quel format, quel lieu de réunion également. Voilà, pour vraiment qu'on puisse adapter et vous apporter des éléments les plus pertinents possibles et qui vous permettent d'avancer le plus possible dans vos réflexions et dans la constitution de vos groupements. Donc voilà, on vous transmettra un mail, je pense, soit avant le début de la période estivale, soit à la rentrée pour vous proposer la prochaine date. En tout cas, merci encore de votre participation. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, puis un bon week-end. Merci à tous, bonne journée. Bonnes vacances à venir. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci. Bonne Merci journée à tous.